faire un point sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la question effectivement de la post-pandémie. Qu'est-ce qu'il faut effectivement retenir de cette aventure pour nous permettre de continuer, de faire les propositions effectivement de soins adaptés, puisque la question effectivement de la crise suicidaire a émergé de façon majeure dans cette discussion que nous avons eue ces dernières années. J'ai envie de dire pour les suicidologues, tant mieux, enfin on en parle, mais hélas, quand même pour un certain nombre de populations. Nous changeons un tout petit peu l'ordre. Nous commençons en fait par Enguerrand du Rosquat, qui est le responsable de l'unité santé mentale de la direction de la prévention et de la promotion de la santé à Santé publique France, et avec lequel nous avons le plaisir de travailler régulièrement dans le cadre de l'Observatoire national du suicide. Merci Enguerrand, qui va vraiment présenter les dernières données de Santé publique France. Et je rappelle d'ailleurs que le 5e rapport de l'Observatoire national du suicide est sorti pas plus tard que mardi matin et reste très très riche de plein de données. Et puis ensuite, ce sera Dominique Vaudovar qui va nous présenter les données du centre antipoison de la région Île-de-France. National plutôt. Pardon, alors, excusez-moi. National, Dominique Vaudovar étant bien évidemment médecin au centre antipoison, sinon ça serait compliqué, mais surtout au départ médecin réanimateur. Et puis nous donnerons la parole à Angèle Consoli, que tout le monde maintenant connaît sur le plan national, et bien sûr en tant que pédopsychiatre à la Pitié-Salpêtrière, mais surtout en tant que membre national du Conseil national sur le Covid. Et puis Christophe Boucher, qui est psychiatre sujet âgé, et nous permettra quand même de nous rappeler que cette population des personnes âgées est hélas un petit peu trop souvent ignorée et dans nos propositions thérapeutiques concernant le risque suicidaire. Merci Enguerrand de commencer la session. Alors, il marche aussi si tu veux. Bonjour à tous. Voilà, et puis merci Fabrice et merci Cécile de m'avoir donc invité. Je ne sais pas si ça marche là, j'ai pas l'impression. Si. Ah oui. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi ce que je vais faire c'est vous présenter un petit peu les principaux éléments de cadrage un petit peu épidémiologique sur les conduites suicidaires. Donc c'était une table ronde, alors je n'ai pas fait vraiment de présentation très formelle, mais on m'a proposé quand même de projeter quelques graphiques voilà, qui permettraient d'avoir une vision un petit peu plus claire des données qu'on a pu recueillir. Alors peut-être en introduction, rapidement, en épidémiologie, on va utiliser pour suivre les conduites suicidaires un certain nombre d'indicateurs, donc principalement les décès par suicide. On va également regarder les tentatives de suicide et puis les pensées suicidaires. Ce sont vraiment les trois principaux indicateurs qu'on va suivre. Et donc on va recueillir avec des systèmes d'information assez différents. Donc sur les décès, vous connaissez les données du CEPIDC. Et concernant les tentatives de suicide, on peut s'appuyer à la fois sur les données d'hospitalisation, donc tirées du PNSI, et on a également un autre outil qui s'appelle Au Secours, qui nous permet d'avoir quotidiennement une remontée des résumés de passage aux urgences. Donc initialement, ça n'est pas un outil de surveillance, c'est plutôt un outil d'alerte, voilà, mais qui nous a permis notamment d'assurer une surveillance pendant l'épidémie de Covid. Et puis on va avoir bien évidemment les enquêtes, donc là qui visent à interroger directement la population sur leurs pensées suicidaires ou les tentatives de suicide. Fabrice l'a rappelé ce matin, une grosse partie des conduites suicidaires ne donne pas lieu directement à un contact avec le système de soins ou avec le système hospitalier. Donc il y a une grande partie des conduites suicidaires qu'on va pouvoir récupérer via les déclarations des personnes qui vont être interviewées dans les enquêtes. Alors si on revient un petit peu en arrière, donc au mois de février, on voit la pandémie de Covid qui arrive. On regarde un petit peu la littérature, il y a des alertes notamment du Lancet voilà, qui alerte la communauté scientifique et les décideurs sur les risques majeurs qui font peser l'épidémie sur la santé mentale. Et donc on se demande voilà, quels sont les outils, les dispositifs qu'on va pouvoir mettre en place pour suivre l'évolution de la santé mentale de la population pendant la période de la pandémie.
Donc dans ce cadre-là, on montre 2 dispositifs. Dans quelques jours près, je vous montre une petite slide derrière. On faisait une enquête, une vague d'enquête donc sur un échantillon d'internautes toutes les semaines. Et puis là, on a un petit peu espacé les délais. On est à une enquête maintenant qui va avoir lieu tous les 2 ou 3 mois. Mais nous sommes à notre 35e vague d'enquête. Sachant que la première vague d'enquête a eu lieu à l'issue de la première semaine du premier confinement. Donc ça c'est un outil, puis l'autre outil qu'on a pu mobiliser un petit peu plus tard, mais dont les données étaient très réactives et utilisables tous les jours, était justement le réseau au secours, donc qui couvre à peu près 94% des services d'urgence sur le territoire national. Donc les hypothèses étaient plutôt qu'on allait observer une dégradation de la santé mentale sur notamment les versants anxieux et dépressifs, et sans doute des conduites suicidaires avec un certain décalage. Donc là, ce que je vous présente, ce sont les données donc, sur les idées suicidaires. Donc ça, c'est un code qui doit être le R45-8, je crois. Donc il y a une codification quand on arrive aux urgences. Donc pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé sur la période. Donc vous voyez qu'en 2019, donc c'est la courbe jaune, on a le comparatif avec la courbe bleue qui est 2020. Et puis donc vous avez 2021 en rouge et 2022 aujourd'hui. Donc ça, ce sont les dernières données disponibles et je vous présenterai tout à l'heure, vous avez une lettre à laquelle vous pouvez vous abonner, puis une lettre santé mentale, donc qui nous permet d'avoir toutes les données à jour de façon assez régulière. Voilà, donc ce qu'on observe sur les idées suicidaires entre donc la première année Covid 2020, voilà, en fait, il ne se passe pas grand-chose. On a un petit peu plus de passages aux urgences pour idées suicidaires, tout âge confondu, voilà, mais rien de très notable. Et donc le phénomène, on commence à le voir arriver sur 2021, et en particulier sur les segments de population les plus jeunes. Vous voyez les 11-14 ans, les 15-17 ans, c'est là qu'on va observer les augmentations les plus importantes. Et puis on a également un nombre de passages qui est supérieur chez les 18-24 ans. Et donc ça, c'est quelque chose qui est constant sur toute l'année 2021. Et vous voyez que ça s'accélère en 2022, donc c'est la courbe en noir. Donc d'une part, ça s'accélère, et d'autre part, ça se généralise à l'ensemble de la population. Parce qu'on on commence à avoir des grosses déplacements d'urgence, également sur les populations âgées de 25 ans en plus. Donc ça, on considère que les idées suicidaires sont un antécédent des autres indicateurs de tentative de suicide et décès par suicide. Et donc sur les pensées suicidaires, juste quelques mots sur les données d'enquête, qui avaient déjà été prévues avant la crise épidémique. Donc on a pu faire des points avec le baromètre santé en 2020 et en 2021. En 2021, les données sont encore sous embargo, ne sont pas sorties. Juste pour vous dire que globalement, on était dans un contexte quand même de diminution de nos indicateurs, que ce soit sur les données hospitalières, les données de décès, mais également les données déclaratives en enquête. Donc on n'a pas observé d'augmentation sur les données 2020-2021 du baromètre santé en population générale. En revanche, on a observé là une augmentation significative sur le segment le plus jeune de notre enquête, c'est-à-dire les 18-24 ans. Ce qui vient un petit peu étayer, c'est-à-dire qu'on observe du côté des enquêtes à peu près le même phénomène. Donc du côté des gestes suicidaires, il y a eu des débats, il y a eu des alertes qui sont venues assez tôt de la part d'un certain nombre de professionnels sur le risque. Et donc là, on voit bien finalement qu'en 2020, on a plutôt moins de gestes suicidaires qui arrivent aux urgences que les années précédentes. Alors, comment ça se passait des choses un petit peu fin 2020, et on verra ça sur un graphique un petit peu plus tard. Donc ce qu'on observe par contre là, c'est en 2021, une augmentation qui s'installe dans la durée, qui est constante, consistante, et sur les segments, encore une fois, les plus jeunes de notre population, c'est-à-dire les 11-24 ans. Et avec des augmentations encore plus importantes chez les adolescents, donc plutôt chez les 11-17 ans. Et donc, encore une fois, là, on voit que ça continue et ça s'accélère sur 2022, avec des courbes qui sont encore plus élevées, notamment chez les 15-17 ans et chez les jeunes adultes. En revanche, sur les autres tranches d'âge, plus de 25 ans, on n'a pas observé d'évolution significative. Et donc, on est plutôt, en tout cas sur 2020 et même 2021, un petit peu en dessous de ce qu'on a observé sur les années précédentes. Donc ça, ce sont les données d'hospitalisation. Donc ça, c'est assez peu réactif, mais il y a quand même eu des fast tracks pendant la crise épidémique pour mettre à disposition rapidement les données d'hospitalisation. Et donc ça, c'est une extraction avec une comparaison des années 2017-2019, donc pré-Covid, avec 2020, donc la première année Covid, et puis ensuite 2021, la deuxième année. Globalement, on n'a pas observé d'augmentation, plutôt une diminution, sauf sur certains segments de la population, donc qui sont notamment les jeunes filles âgées de moins de 25 ans.
donc là, vous voyez que sur 2020, on est plutôt en dessous en termes d'hospitalisation de ce qui se passe en période avant Covid. On commence à avoir des augmentations en fin d'année. Donc c'est surtout après le deuxième confinement qu'on commence à observer davantage de passages aux urgences chez les jeunes filles de moins de 25 ans, avec des modalités de suicide plus violentes que d'habitude. Voilà, on observe ça que sur ce segment de population-là. Et donc vous voyez qu'en 2021, ça se confirme très nettement avec une courbe qui est très largement au-dessus de ce qu'on observait à la fois en 2020 et en 2017-2019. Alors rapidement, ça c'est les données Covid-Prêt, donc ça c'est disponible aussi, vous verrez, là je vous ai mis le lien, donc vous pourrez y aller, vous pouvez vous abonner, comme ça vous aurez la lettre qui arrivera dans votre boîte mail à chaque fois qu'elle sera disponible, donc vous aurez toutes les données voilà, des urgences, les données Covid-Prêt, etc. Donc ça juste pour vous montrer, on a commencé à mesurer les pensées suicidaires donc, le 15 février 2021. Là, on est la dernière vague d'enquête a eu lieu le 16 mai 2022. On est passé de 8% à peu près sur notre échantillon, donc ce sont des adultes, 18 ans et plus. Donc en février 2021, on est à 11%, une petite hausse significative sur 2022. Donc il faut savoir que c'est surévalué par rapport à des enquêtes qui ont davantage de représentativité, comme les baromètres de santé, on est plutôt à 2 fois moins de pensées suicidaires. Mais c'est un outil vraiment de suivi de l'évolution des prévalences. Donc on est à biais constant et c'est un outil très utile derrière pour orienter les réponses préventives pendant la crise épidémique. Bon, l'autre intérêt, c'est qu'avec les bases de données micro-administratives, vous avez très peu de données sur les facteurs associés. Donc là, ça permettait, dans les objectifs de prévention, d'aller cibler les segments de population en direction desquels il fallait intervenir de façon privée. Et donc on a vu très nettement qu'on avait des prévalences significativement plus élevées chez les jeunes, de 24 ans, en termes de pensée suicidaire, chez les étudiants, chez les chômeurs, chez les personnes déclarant des antécédents de troubles de psy, c'est-à-dire qui avaient été suivies pendant au moins 6 mois par un psy, entre guillemets, ou qui avaient pris des traitements psychotropes pendant au moins 6 mois, avant la crise épidémique. Ceux qui sont en difficulté financière, ceux qui étaient en promiscuité dans leur logement, et puis ceux qui avaient des symptômes de la Covid. Donc ça a bien montré, encore une fois, mais ça c'est une nouveauté, le rôle des inégalités sociales de santé sur les conduites suicidaires, et en particulier pendant l'épidémie Covid. Et puis quelque chose qui nous a un peu tous étonnés, mais bon, je pense tout le milieu, alors commence à y avoir des hypothèses, mais c'était également l'implication de la maladie elle-même, d'avoir des symptômes de la Covid sur la santé mentale et également les pensées suicidaires, des prévalences plus élevées chez les gens qui avaient des symptômes de la Covid, et c'est quelque chose qu'on a observé de façon systématique sur tous les donc voilà pour les principaux éléments de cadrage. Voilà, merci. Merci beaucoup, Andran. Si jamais vous ne saviez pas à quoi ça sert de coder, je pense que maintenant vous commencez à comprendre. Et on enchaîne directement sur... je vous propose, on fait toutes les questions à la fin. Donc merci Dominique Vaudevard de nous donner d'autres données complémentaires qui viennent éclairer cette question très complexe des gestes suicidaires. Alors bonjour à toutes et à tous, et merci pour l'invitation aujourd'hui, sachant que je suis pas du tout psychiatre et que je suis ravi d'être avec vous. Je vais vous présenter un travail qu'on a fait avec Fabrice Jolan sur les données des centres antipoison dans les tentatives de suicide. Et peut-être juste avant, je vais vous... Ah, ça marche pas ? Il faut appuyer sur le petit bouton. Ah, il faudrait appuyer, pardon. Et donc, je vais d'abord juste vous présenter très rapidement ce que c'est que les centres antipoison en France. Il y a 8 centres antipoison qui sont répartis sur tout le territoire. Ça correspond grosso modo aux zones de défense. C'est des centres qui répondent 24 heures sur 24 à toute exposition par un xénobiotique. Un xénobiotique, c'est une substance qui peut rentrer dans le corps et toute substance peut être toxique. Avec une réponse qui est effectuée par des infirmières qui sont formées ou des médecins et pharmaciens, toxicologues et cliniciens. Vous savez qu'il n'y a pas de formation spécifique à la toxicologie clinique en France, donc c'est des gens par divers méandres qui arrivent dans les centres antipoison. Une particularité française, c'est que c'est un financement qui est public, et donc c'est gratuit pour tout le monde. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, notamment probablement l'Angleterre et pas mal de pays anglo-saxons. Donc c'est gratuit, et c'est ouvert aussi bien au public qu'aux professionnels de santé.
on reçoit des appels, on a à peu près 200 000 appels par an, et un appel, c'est une téléconsultation avec une observation médicale sur un logiciel dédié qui a été récemment rénové par l'ANS et qui permet de faire une observation médicale un peu orientée toxicologique, mais d'avoir des données notamment démographiques et de circonstances, et notamment les tentatives de suicide. Voilà, un des intérêts de ces données, c'est qu'elles sont disponibles en temps réel sur un espèce d'entrepôt de santé qui est hébergé, pareil, par l'Agence nationale en numérique, et qui permet de faire des requêtes très facilement, et je vais vous présenter des données qui remontent jusqu'au 4 septembre. Comment est né ce projet? Simplement, on s'est rencontré avec Fabrice totalement par hasard sur une question qui n'était pas forcément qui n'était pas liée du tout à ce sujet-là, et puis on a décidé de regarder ce qui se passait dans la base sur les tentatives de suicide, et le Covid a probablement été un accélérateur pour ce projet. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris de janvier 2018 à mai 2022, et là on a étudié les tendances au cours de cette période. C'est à peu près 900 000 appels sur les centres antipoison, 70 000 appels pour les TS, ça fait entre 8 et 10% par année. Là-dedans, il y a 25% qui viennent du public, 75% des professionnels de santé, mais qui ne sont pas que les services d'urgence, c'est aussi les réanimations et d'autres services hospitaliers, pas mal de structures de soins comme les EHPAD également. Et donc, on a récupéré les caractéristiques démographiques, âge et sexe, et on a donc étudié la tendance tout d'abord globale. Et vous voyez à gauche, on a une tendance qui est, comme l'a très bien décrit Enguerrand, qui est une diminution au cours des années. Et puis, on a une augmentation, là, qu'on peut situer sur cette figure-là à peu près entre 2020 et 2021. Et donc ensuite, on s'est demandé est-ce que cette augmentation, c'était réellement une augmentation ou pas? On a notamment des effectifs qui sont plus faibles que toutes les données que vous avez présentées Enguerrand. Et donc on a fait une modélisation, enfin les statisticiens ont fait une modélisation, et qui montre, vous voyez la courbe bleue à votre droite. Alors vous avez une courbe bleue qui est en fait la prédiction par un modèle qui tient compte de la saisonnalité. Et donc cette prédiction, c'est ce qu'on aurait dû observer normalement s'il ne s'était rien passé. Donc, on a choisi comme facteur possiblement explicatif la Covid. Et vous voyez que là aussi, on a un décrochage. On va y revenir un peu plus après sur à quel moment. Mais vous voyez qu'en fin de courbe, on sort des limites, des intervalles de confiance de cette prédiction. Et donc, il y a bien une vraie augmentation des TS, en tout cas dans notre population. Parmi ces populations, et on retrouve les mêmes résultats, c'est que les augmentations, elles sont principalement chez les jeunes femmes on n'a pas les mêmes tranches d'âge, mais de 12 à 25 ans. C'est en termes d'effectifs déjà les plus importantes. Et puis vous voyez que dans les prédictions, à la fois sur les tendances, mais aussi quand on fait les prédictions corrigées de la saisonnalité, ça augmente. Et puis une autre population où ça ne baisse pas, et je crois qu'on en parlera après, c'est les sujets âgés. Vous voyez que finalement, la tendance, elle est parfaitement stable. Simplement pour vous dire, un autre élément intéressant et qui est peut-être que dans notre population, mais qui mérite peut-être d'expliquer, c'est qu'on fait un truc qui s'appelle les tests de Shaw. Ça permet de voir où est-ce que la pente est cassée. Donc on a fait ce test au début pour voir quand est-ce qu'il y avait la première inflexion, et puis à la fin de la courbe pour voir quand est-ce que cette inflexion, s'il y avait une seconde inflexion, ce qui permet d'obtenir ces deux droits. Et vous remarquez que sur la population générale, en tout cas, on a une baisse probablement de la diminution dès octobre 2019, et que l'augmentation franche commence en novembre 2020, c'est-à-dire décalée par rapport à la première vague. Alors si on voit par population, les jeunes filles, c'est dès février 2020, donc juste avant la pandémie, et l'augmentation importante, c'est dès mars 2021. Donc une conclusion de ce travail, c'était que probablement la Covid a été plutôt un accélérateur qu'un facteur totalement associé à ces gestes suicidaires. Juste pour vous dire qu'on peut avoir des données très facilement en temps réel. Là, je vous ai complété les courbes que vous avez vues avec les différentes classes d'âge. Et donc, vous voyez que dès qu'on sort de la zone rouge, c'est des données qui sont à partir de juin, juillet et août 2022. Donc, on est dans un processus un peu saisonnier. Donc, généralement, pendant les vacances scolaires, ça a plutôt tendance à un petit peu baisser. Donc, c'est ce qu'on voit. Mais on reste sur des chiffres plus élevés que d'habitude. Et notamment, toujours chez les 12-25 ans, avec une augmentation qui semble un peu plus importante, peut-être chez les plus de 65 ans.
Et dernier point par rapport aux données de santé publique de France, et ben, je me suis juste amusé à prendre nos données globales et les données globales de Au Secours. Et vous voyez que de manière intéressante, eh ben, on a des courbes qui sont finalement peut-être assez proches. Alors, il y a des données qui sont néanmoins différentes. Il y a les effectifs qui sont beaucoup plus importants pour les données Santé publique France. C'est des données, si j'ai bien compris, environ essentiellement hospitalières pour Au Secours des services d'urgence. C'est ça. Voilà. Et donc, dans nos données, on a moins de personnes, mais c'est vrai qu'on a les appels du public, et je crois qu'il y a 30% à peu près qui ne consultent pas après une TS, et parfois les parents ou les personnes appellent directement les centres antipoison, et même si on leur dit d'aller aux urgences, ne vont pas aux urgences. Et puis il y a toutes ces structures non-urgences qui sont les EHPAD, les réanimations par exemple, qui sont probablement des données peut-être additionnelles par rapport à autres. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ces données qu'on a un peu l'habitude de voir dans notre milieu psychiatrique et qui montrent bien quand même effectivement qu'il y a des ressources ailleurs pour nous aider à comprendre, mais aussi pour aider les personnes en difficulté. Je n'avais effectivement, j'avoue, pas imaginé que le centre antipoison pouvait aussi aider à réguler les TS. Ça va être très intéressant, mais ce qu'on voit, c'est quand même l'impact chez les jeunes, qui avait été effectivement déjà bien relayé, et qui vient se mettre sur la crise de la pédopsychiatrie en plus pour effectivement aggraver. Donc, Angèle Consoli, merci beaucoup pour essayer de nous aider à savoir qu'est-ce que nous pourrions envisager d'utile dans cette crise actuelle de la psychiatrie pour les jeunes. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de cette invitation. J'étais déjà venue l'année dernière à une journée et c'était un grand plaisir, même si ce n'est pas du tout en présentiel. Merci à tout le monde, à tous les acteurs et personnes mobilisées pour cette journée. Alors, on m'a demandé de faire en freelance sans diapo. Bon, c'est un peu inhabituel pour moi et du coup, ça sera peut-être un peu différent, mais l'idée était de favoriser aussi les échanges. Alors peut-être que ce que je voulais dire en premier, c'est que l'idée que ça a catalysé un phénomène qui est déjà peut-être un peu antérieur, c'est une idée, je trouve, intéressante et à creuser, et que d'autres facteurs viennent aussi aujourd'hui peut-être se surajouter à cette crise sanitaire, c'est aussi intéressant dans la pérennisation de ce qu'on peut observer. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que parmi toutes ces choses négatives, très négatives dont on parle et très difficiles sur la santé de nos jeunes et de nos moins jeunes et de nos plus âgés, c'est qu'au moins ça a permis peut-être une certaine mobilisation, de renforcer, de permettre d'avoir des données épidémiologiques plus fiables, de renforcer les liens entre, par exemple, pédopsie, psy d'adultes, pédiatre, gérontopsie, enfin bon, voilà, et de devenir un peu créatif. Vous voyez, moi personnellement, avant tout ça, je disais téléconsultation, non mais n'importe quoi, enfin voilà. Et voilà, pendant les premières semaines, j'ai fait énormément de téléconsultations que je poursuis aujourd'hui pour certains, dans certains contextes et situations. Donc, ça nous apprend aussi à utiliser plus des technologies innovantes et à penser, créer, et peut-être c'est des choses un peu positives. Ce qu'on peut dire concernant les jeunes, c'est qu'il y a eu différentes phases. Et la première phase, on n'a pas observé grand-chose. Mais il y a fait quelque chose qui nous a un peu saisi au printemps, fin de l'hiver, printemps 2020, une espèce de cohésion sociale, de solidarité, et puis tout le monde se retrouvait à la maison, donc bon, difficile aussi peut-être de faire des tentatives de suicide, ou n'allait pas consulter, ou bon. Et ça a mobilisé des choses. Il n'y a pas eu que des aspects aussi négatifs dans tout ça. Certains patients disent que, par exemple, leur père était plus présent et qu'on avait partagé des activités, des choses inhabituelles avant. Et voilà. Mais en tout cas, cette première période semble, en parenthèse, un peu différente de la suite. Et effectivement, c'est plutôt à l'automne 2020 qu'on voit augmenter très fortement, exploser le nombre de demandes de soins, de demandes de passage aux urgences, de demandes d'hospitalisation pour nos patients. Là, je parle des
adolescents, enfants, mais aussi les jeunes adultes, on l'a bien vu, et puis les choses changent encore à nouveau aujourd'hui et semblent concerner l'ensemble de la population. Donc plutôt à l'automne 2020, alors dans un contexte évidemment de reprise scolaire, je crois que c'est pas à négliger parce que c'est quelque chose qu'on observe habituellement, ces mouvements et cette temporalité avec l'école, et là l'école qui en plus avait été interrompue, etc. Donc de reprise scolaire, et puis de deuxième vague et de série de mesures de restrictions. Voilà, même s'il n'y avait pas le même confinement aussi strict, c'est très difficile dans les études, j'ai regardé là ces derniers jours, voilà, de faire la part entre confinement strict, autres mesures, période intervalle libre, parce qu'il y a aussi il y a ces mesures-là, mais elles ne sont pas les seuls facteurs sans doute d'impact sur la santé mentale, mais il y a aussi effectivement tout le climat anxiogène, la confrontation à la maladie, à la mort. On se rappelle bien au début quand même combien les médias relayaient par exemple le nombre de morts par jour, etc. Donc à cet automne-là 2020, il y a la reprise scolaire, il y a la deuxième vague, il y a d'autres mesures, il y a une forme d'essoufflement, d'épuisement, d'angoisse, de flou sur la durée, et les choses sont, la dynamique est très différente, et c'est là qu'on voit. Alors très vite, on a communiqué et il y a eu un réseau de pédopsychiatres, de pédiatres, et il y a eu les données du réseau Au Secours, de la Santé publique France, qui ont été très aidantes pour conforter nos hypothèses et notre expérience sur le terrain, qui ont toujours fonctionné tout à fait en parallèle. C'est très cohérent. Enfin, je vois que toutes les données sont très cohérentes. Voilà, c'est intéressant parce que, à mon sens, ça ne regroupe pas l'ensemble des patients qui ont eu besoin, qui ont été vers la psy, puisque c'est Au Secours, c'est les passages aux urgences des hôpitaux généraux, si je ne me trompe pas. Alors, ça en couvre beaucoup, à peu près 90% de l'ensemble du territoire, donc c'est énorme, mais il y a aussi tous ceux qui vont directement, qui vont pas faire appel, on a vu 40% dans les gestes suicidaires, mais aussi tous ceux qui vont directement faire appel à un psychiatre en ville, au CMP, ou par exemple, nous, un accueil d'urgence, et je crois que c'est pas pris en compte, etc. Mais ça reflète en tout cas tous les mouvements et comment les choses se sont passées. Et c'est vrai qu'à partir de l'automne 2020, ça a continué à augmenter et à garder une certaine stabilité de chiffres élevés tout le long de l'année 2021. Et il n'y a pas eu si vous voulez, il n'y a pas eu d'accalmie. Il y a des accalmies très brèves, un peu l'été. Hein, j'ai l'impression aussi dans le service un petit peu cet été. Et ça repart en septembre et on retrouve des niveaux plus élevés comparativement aux années précédentes. Et ça continue en 2022, manifestement. Je n'avais pas les données les plus récentes là, de cet été. Et ça touche aussi les jeunes adultes et les adultes, notamment pour les idéations suicidaires. Alors nous, ce qu'on a vu comme tableau, et ce que vous avez aussi évalué, c'est plutôt des tableaux, des choses que l'on connaît, mais voilà, le changement quand même de profil et plus certaines pathologies, et ce qui était quand même très interrogeant, c'est avec une intensité inhabituelle. C'est-à-dire on a vu des troubles anxieux, des troubles dépressifs, on est bien, idéation, gestes suicidaires, pas mal de troubles du comportement alimentaire, même si moi-même j'en ai moins d'expérience, mais ça a été tout à fait remarquable et noté dans tous les services qui s'occupent de ces jeunes. Et ces tableaux anxieux, dépressifs, idées suicidaires, ils étaient particuliers par leur intensité et souvent nécessitant effectivement une indication d'hospitalisation qu'on ne pouvait pas toujours faire. Ça, c'est aussi un point important. Donc des tableaux sévères, marqués, on l'a vu pour les troubles de l'humeur et les gestes suicidaires chez les jeunes. Alors j'ai vu des données de 2021, un peu plus sur les 11-14 ans, mais globalement très élevés pour tous les adolescents, avec des pics quand même assez impressionnants. Voilà, et peut-être des moyens aussi létaux plus, ça avait été aussi montré dans une étude de Fabrice Joland, des moyens mis en œuvre plus graves. Alors, bon, peut-être je vais le dire à ce moment-là parce que je l'ai évoqué, mais ça a sans doute rencontré aussi la crise hospitalière et les difficultés que rencontrait le système de soins, toutes les spécialités, mais particulièrement, je trouve, les spécialités concernant les patients les plus vulnérables dans la psychiatrie. Et alors, juste pour vous donner un exemple comme ça, on a 30% de nos lits qui sont fermés depuis l'été dernier dans ce contexte-là.
Je n'ai jamais vu ça depuis 20 ans. Et il se passe rien. Et pourtant, vous imaginez que des réunions, des choses comme ça, j'en ai fait pas mal. Donc, je trouve ça assez triste quand même. Et je pense que ça a du sens, ce système de soins très dépourvu, aussi comme un facteur de, bon, ben, je vais pas très bien, il n'y a pas de place au CMP avant 1 an, il n'y a pas de psychologue à l'école, en ville, on ne pense même plus. Donc, bon, alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Bon, bref. Je voulais dire aussi qu'il y a eu très tôt des alertes sur les violences intrafamiliales. Bon, alors après, on a tout un panel, hein, c'est comme tout, de conflits chez des gens qui fonctionnent plutôt pas trop mal, mais de tensions, parce que tout le monde travaille à la maison, parce que faire l'école en même temps que faire son travail, c'est quand même, voilà, s'il y a des enseignants pour ça, c'est pas pour rien. Et puis quand le temps passe et que ça continue, ça devient quand même compliqué. On a confronté à des difficultés économiques, propres psychopathologie parentale. Et voilà, donc il y a des tensions jusqu'aux violences et il y a eu une augmentation à peu près de 30% après 2 semaines du premier confinement d'appels au 119 et une augmentation tout autant de nécessité de signalement. Donc c'était pas, voilà. Il y a eu quelques études aussi qui ont montré qu'il y avait une proportion plus importante, par exemple, de patients hospitalisés pour maltraitance en pédiatrie, hein, de collègues, et puis une étude aussi très récente qui a été un peu médiatisée cette semaine sur l'augmentation en Île-de-France d'enfants avec syndrome du bébé secoué. Voilà, donc je crois que c'est aussi important d'avoir ces notions-là, puisque on sait que c'est un facteur de risque quand même important en psychiatrie et évidemment pour les jeunes. Donc ça me paraît un point important. Il y a aussi des études internationales qui montrent effectivement cette augmentation de maltraitance et de violence intrafamiliale, avec comme facteur de risque un peu identifié, là je repère dans les études, évidemment précarité, difficultés économiques et antécédents, donc des familles qui ont déjà connu des moments de ce type de difficultés. Voilà, par rapport alors, la grande question aujourd'hui, c'est pourquoi telle augmentation chez les filles? Alors, en même temps, c'est des gestes suicidaires, c'est une notion, quelque chose qu'on connaît déjà. Est-ce qu'on a aujourd'hui des données solides à ce sujet? Non, je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs psychopathologiques, socioculturels, biologiques. Voilà, bon, peut-être on peut se poser des questions. Je réfléchissais sur peut-être leur sensibilité aux relations sociales, aux relations intrafamiliales. Bon, peut-être les garçons seraient plus auraient gardé des liens, je ne sais pas, par les réseaux sociaux, les écrans, enfin bon, non, quoique les filles, les réseaux sociaux aussi, mais ou alors plus dans des troubles externalisés. De toute manière, c'est des choses qu'on connaissait déjà, mais qui se sont, on va dire, enfin, qui sont très là, marquées et très parlantes. Sur les mécanismes éthiopathogéniques, il commence à y avoir quelques études. C'est vrai qu'il y a une grande étude sur des adolescents jeunes adultes qui montre que, par exemple, l'anxiété par rapport à la maladie, la confrontation à la maladie serait plus corrélée avec des troubles anxieux. L'anxiété par rapport aux apprentissages à la scolarité, plus à des troubles dépressifs chez les jeunes filles, adolescentes et jeunes étudiantes. C'est sûr que pour ces jeunes, il y a eu quand même une perte de repères et quand même assez massive, à la fois sur le plan scolaire et sur le plan familial. Et souvent, quand il y a des difficultés dans l'un ou l'autre cadre, on peut trouver des ressources et dans l'autre, on va dire, dans l'autre lieu. Et c'est vrai que, bon, sur le plan familial, je l'ai déjà dit, mais les tensions, la psychopathologie parentale, les difficultés économiques, l'angoisse autour de ces facteurs économiques, je pense, a joué un rôle important. Sur le plan des liens sociaux, évidemment, peut-être moins d'interaction, ça certainement, ça a joué un lien important, moins de ressources auprès de pairs ou même auprès d'adultes qu'on trouve aussi à l'école. Et à l'école, il y a toutes les questions
Alors, certains ont été mieux quand ils étaient dans des troubles des apprentissages ou des éléments phobiques anxieux. Et je vais terminer. Mais bon, à chaque reprise, c'était à nouveau encore plus difficile. Et c'est vrai que bon, moi, dans ma pratique clinique, je vois beaucoup de refus scolaires anxieux actuellement et beaucoup de jeunes déscolarisés. Je pense que ça serait intéressant d'étudier, d'évaluer ça un peu plus. Voilà. Et après... Bon, je vais passer un peu plus vite sur ces mécanismes, mais bon, voilà, il y a une perte et un bouleversement quand même de tous ces repères et des facteurs qui peuvent concourir au fait que ce soit quand même des facteurs de risque qui peuvent avoir un impact sur ces jeunes. Peut-être juste pour terminer, je voulais dire que ça a mobilisé beaucoup de ressources, beaucoup de choses, téléconsultations, etc., que ça a été vraiment les aspects positifs. Mais les aspects les plus problématiques, c'est effectivement que ça rencontre un système hospitalier en crise, un système en psychiatrie en grave crise, et qu'on a des inégalités territoriales qui sont majeures, et que ces jeunes, ils ne peuvent pas être de manière cohérente, rapide, tous bien pris en charge, et qu'on a beaucoup à faire, à mon avis, des soins primaires jusqu'à... Voilà. Évidemment, il faut se décentrer aussi de l'hôpital, parce que de toute manière, l'hôpital ne pourra pas répondre, il ne peut pas répondre à tout, on l'a bien vu, mais il faut nous donner les moyens pour créer des équipes mobiles, pour inventer autre chose, etc. Mais ça paraît urgent, et je vous renvoie, pour ceux que ça intéresse, au rapport annuel de la Défenseure des droits, qui a fait tout un rapport sur les droits de l'enfant, de son bien-être, et tout un rapport très axé sur leur santé mentale. Voilà, on fait signe qu'il ne faut pas que je continue trop, et je pense qu'il y aura des échanges, mais je crois que j'ai dit un peu l'essentiel de ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolée pour toute cette frustration. Ces sujets sont absolument essentiels, et c'est vrai que si on peut essayer de dégager quelques pistes, ça serait cool. Christophe, parce qu'on parle toujours effectivement des jeunes, et c'est vrai que c'est un enjeu majeur, mais heureusement un certain nombre arrivent quand même à un âge avancé, mais ils ne vont pas tous bien, et en post-Covid non plus. Plus ça va, moins il y aura on connaît Napoléon. Merci la Starax, merci Fabrice Jolande d'avoir permis de revenir cette année. Ça veut dire que je ne me suis pas grillé l'an dernier, donc je vais essayer de faire pareil. Madame Coruble, tout à l'heure, parlait du début de son internat. Je n'ai pas écouté l'année. Moi, ça fait 35 ans. Et la première chambre dans laquelle je suis rentré, mon premier jour d'internat, avec tout le stress que vous imaginez, je suis rentré, le patient était mort. Voilà, c'était un patient suicidaire qui se laissait aller, qui est décédé. Et j'ai débuté ma carrière médicale à l'hôpital vraiment avec un cadavre, une personne qui effectivement était dans cette problématique. Et on sait que 30% des personnes âgées font partie effectivement des gens qui se suicident. C'est énorme en termes de taux, même si c'est noyé dans la masse par rapport à cette population. Et puis on l'avait dit l'an dernier, vous l'avez déjà entendu, et ça a été reconfirmé dans les chiffres qui ont poursuivi l'année 2020 et l'année 2021. Les personnes âgées sont au départ la seule population dont le taux de suicide a augmenté, alors qu'il y avait une relative tranquillité chez les autres, ils sont rattrapés après. Ce qui pour nous n'a rien d'étonnant, parce qu'en fait les facteurs de risque du suicide chez la personne âgée, en gros sont calqués sur les facteurs de risque de ce qu'a été le confinement, à savoir une difficulté d'accès aux soins, qui a été flagrante pour les gens âgés, que ce soit dans les EHPAD, ça a été une relative hécatombe, c'est des choses que j'ai déjà dit l'an dernier, mais ça n'a pas changé pour le coup. Et d'ailleurs, ce n'est pas inintéressant de voir sur les chiffres que les études faites au niveau des urgences montrent finalement une population âgée peu présente, parce qu'ils ne vont pas aux urgences et qu'ils y allaient encore moins en période Covid, parce qu'ils n'avaient pas envie de se confronter à l'analyse, ce qui était tout à fait entendable, parce qu'ils n'avaient pas toujours les moyens qu'on vienne les chercher pour y aller, ça c'est autre chose, et puis parce que le ratio tentative de suicide chez les gens âgés est particulièrement faible, donc en fait on voit peu de tentatives de suicide chez les gens âgés, parce qu'en fait ils se sont aboutis avant, si j'ose dire. Voilà, donc ça c'est des choses qui jouent. Donc diminution d'accès aux soins, diminution des activités physiques, psychiques, spirituelles, c'est quelque chose auquel on ne pense pas beaucoup, mais qu'on retrouve dans les études notamment qui ont été faites en Asie.
C'est un critère qui est mis en avant. Quand on vieillit, on sait qu'effectivement, il y a un certain degré de mysticisme qui revient. On commence à s'interroger sur le sens de la vie, sur le sens de sa place dans l'histoire familiale, dans la société. On s'interroge un peu sur ce qu'on va laisser. On se pose des questions sur ce qu'il peut y avoir éventuellement derrière. Et ça, c'est des choses aussi auxquelles l'accès a été interdit à ces personnes et ça a joué également. Diminution des aides, hein. Pareil, on sait qu'effectivement les services à domicile, autant on peut être particulièrement performant à certains endroits avec une abnégation absolument géniale, à d'autres endroits c'était plus pittoresque, on s'est retrouvé avec des gens qui n'arrivaient plus à vraiment être pris en charge avec un étayage soignant, un étayage accompagnant complètement disparu. Et puis, là où ça a évolué, là où on a vu les choses bouger, c'est que le Covid chez les gens âgés, c'est un peu la triple peine. D'abord, c'est ceux qui en meurent le plus, donc ça aide pas. Deuxièmement, on a vu que le Covid a provoqué dans la période de confinement une augmentation des taux de dépression, d'anxiété, d'insomnie, a favorisé ce sentiment de solitude. Alors les personnes étant isolées socialement, c'est une réalité objective. Ça ne veut pas dire que c'était généralisé, mais que ce soit en période de canicule ou en période de pandémie, on se rend compte que les gens âgés finalement ne sont pas si intégrés que ça. Tu parlais de cohésion sociale tout à l'heure. La cohésion sociale, elle a existé, elle a été présente chez les gens âgés, c'est pas là que c'était le plus marqué. Et quand effectivement il y avait des systèmes familiaux qui étaient soit dysfonctionnels, soit absents, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais les familles ne se contentent pas de ne pas aider leurs aînés, c'est que des fois elles ne sont pas là, voilà, il n'y en a pas, ça aide pas. Voilà, donc double peine, ces personnes âgées se sont retrouvées avec des facteurs supplémentaires qui aggravaient le risque de faire des tentatives de suicide. Et puis troisième peine, le Covid dit long au départ, les dépressions, les états anxieux liés au Covid, qu'on découvre maintenant. On a parlé après le premier confinement d'une deuxième vague psychiatrique. Je peux vous dire que la deuxième vague géronto-psychiatrique, elle traîne, ça fait un petit moment. Là où en temps normal, on a des médianes de prise en charge de patients dépressifs, là, elles sont multipliées par 2 ou 3 en termes de longueur. Et puis, chaque fois qu'on a un patient qui arrive actuellement en hospitalisation, les quelques lits qui restent qu'on a réussi à sauver, je ne les déclare pas parce qu'ils vont les piquer aussi sinon, mais c'est des gens qui, quand est-ce que ça a commencé? Après mon Covid. Quand est-ce que ça a débuté? Après mon Covid. C'est vraiment une réalité objective. Le Covid, ça a foutu une... Enfin, ça n'a pas été la joie. Et voilà, les personnes âgées le vivent dans leur chair à tous les niveaux. Alors, que faire? Déjà les soigner quand on arrive à les choper, et puis la réalité c'est celle, alors je fais un peu de prosélytisme pour la psychiatrie de la personne âgée, j'en profite parce que c'est pas toujours, on n'a pas toujours la parole, alors là j'occupe le micro, et puis essaye de me frustrer, tu vas voir, ça va vachement pas le faire. J'ai des techniques. La personne âgée a cet inconvénient que si vous lui demandez comment elle va bien. Voilà. L'alexithymie, la difficulté à analyser ses émotions, la difficulté à dire comment on se sent vraiment, le fait aussi de vouloir faire plaisir aux médecins, aux psys ou aux soignants, font qu'on va passer à côté souvent de la souffrance de l'âgé, qui déjà par définition est un peu seul au sens émotionnel du terme et isolé au sens social du terme. En plus, la dépression chez la personne âgée, qui est quand même le principal pourvoyeur de suicide, faut la repérer. Parce que c'est pour ça qu'on existe. S'il y a une gérontopsychiatrie, s'il y a une psychiatrie de la personne âgée, un vieux, c'est juste quelqu'un qui est jeune depuis plus longtemps que les autres, mais avec des spécificités qui font que la dépression chez l'âgé, c'est le délire, c'est l'hostilité, c'est l'apathie, c'est la démotivation, c'est tous ces éléments qui vont finalement être vus de façon banale, ou en tout cas ne vont pas être identifiés comme un processus dépressif. Et comme ce n'est pas des épées en termes de verbalisation, pour peu qu'il y ait des troubles cognitifs qui s'installent, ce qui est assez classique dans le grand âge, on va passer à côté. Donc la prévention, c'est quoi? C'est effectivement toujours, c'est un peu basique, mais vous parlez des axes tout à l'heure en termes de programme de prévention. La formation, c'est quelque chose qui est vital pour les soignants, pour repérer ces dépressions de la personne âgée. Et puis, il y a une autre prévention qui est celle de bien traiter les jeunes. Parce que, contrairement à l'idée qu'on en a, et je dis bien contrairement à l'idée qu'on en a, on ne développe pas un trouble mental à 75 ans. On ne développe pas un trouble mental à 85 ans. On l'a déjà. On a la fragilité qui est déjà là. Mais la vie sociale, la vie professionnelle, vous avez une espèce d'excitation, parfois désagréable, mais qui vous fait avancer, qui vous fait canaliser votre anxiété sur tout, sauf sur vos propres problématiques. Et
Il arrive un moment où vous vieillissez, vous courez moins vite, et puis à force de courir moins vite, la dépression qui traînait derrière, elle vous rattrape. Et moi, je suis sidéré depuis que je fais de la gérontopsychiatrie, c'est-à-dire approximativement 35 ans, de voir qu'effectivement, les gens qu'on voit, c'est un premier épisode dépressif, si on creuse un peu, ça fait 80 balais qui courent plus vite que leur dépression. Ça ne veut pas dire que c'est systématique, il y a bien évidemment des troubles qui apparaissent dans le grand âge, notamment quand il y a une fragilité cognitive ou une accumulation, un épuisement lié à des problèmes somatiques ou autres, mais techniquement, voilà, un vieux, c'est un jeune qui était déjà fragile, et cette fragilité va s'exprimer. Et le Covid, pour ça, était redoutable, puisqu'on sait qu'on vieillit bien si on arrive à accepter le processus du vieillissement progressivement, si on arrive à faire le deuil d'une certaine jeunesse et à s'installer dans un rythme différent. Sauf que quand vous prenez un traumatisme, un événement de vie brutal, le Covid qui vient brutalement interrompre le processus, là, il y a une prise de conscience du vieillissement dans sa dimension qui n'est pas la plus amusante, c'est-à-dire la difficulté adaptative, et effectivement, là, c'est difficile. Donc déjà, si on traite correctement les jeunes, si on prend en charge correctement les jeunes, si on arrive à ce que les gens arrivent à un âge avancé avec, si j'ose dire, plus de tranquillité, plus d'apaisement, nous, on ramera peut-être un petit peu moins pour essayer de rattraper le coup, voilà, sur des patients qui finalement sont mal depuis extrêmement longtemps. On dit toujours ça, la psychiatrie, c'est de la médecine avec quelque chose en plus, toute cette dimension humaniste, cette dimension, cette spécificité qui existe toujours bien sûr en médecine, mais qui est vraiment toujours une valeur importante chez nous. La gérontopsychiatrie, c'est de la psychiatrie avec quelque chose en plus, puisqu'on a toute cette dimension somatique, cognitive, affective, voilà, ça fait, la prise en charge globale, c'est vraiment l'essence de ce qu'on fait. Une personne âgée, c'est, je vous l'ai dit, un jeune avec quelque chose en plus, et ce quelque chose en plus, il faut en faire quelque chose. Donc, je vous remercie. Un grand merci à tous les quatre de ces éclairages, et je vous propose de passer tout de suite aux questions, parce que le temps passe vite, et je soupçonne que vos estomacs vont pas tarder à s'exprimer. Je peux poser 2 questions. Donc, on commence par le docteur Vaudevin. Merci beaucoup. J'avais une question pour tous les deux. Vous dites, dans les facteurs, vous avez cité des facteurs de confinement, etc. Alors, c'est très intuitif, mais on a l'impression qu'il y a un facteur qui arrive aujourd'hui, peut-être chez les sujets âgés comme chez les plus jeunes, c'est le réchauffement climatique. Notamment cet été qui a été marqué par des événements. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Et puis plus spécifiquement en gériatrie, on a pas mal d'actes dits accidentels en EHPAD, où il vit de divers produits. Comment on fait la différence entre une TS ou un acte accidentel? Ils ont des troubles cognitifs, souvent. Si je savais. Merci. Si je savais, ça m'aiderait. C'était quoi la question sur le confinement déjà? Non, le réchauffement climatique. Le réchauffement, oui. Alors, normalement, on connaît tous les pics, effectivement, de dépressivité ou de suicide quand il y a des modifications climatiques importantes. Nous, par définition, on prend nos vacances au moment des changements de saison, sinon c'est l'horreur. Chez les gens âgés, c'est moins marqué. Normalement, effectivement, des variations climatiques, ils sont moins ciblés fin septembre, fin mars. Par contre, avec des épisodes type caniculaire ou autre, là, pour le coup, il y a un retentissement. D'abord, puis il y a le lien entre le physique et le psychique, où forcément, le ressenti dans leur chair de la canicule, déjà, en étant jeune et fringant, il faut survivre. Quand il fait 38 en Bretagne, alors vous imaginez quelqu'un qui est plus âgé. Mais au-delà de ça, c'est le processus de réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un truc qui impacte, notamment chez les jeunes, je pense, mais énormément certaines populations, d'anxiété ou de... Non ? Alors là, c'est totalement intuitif, puisque j'ai pas la notion de ce qui peut se raconter dans la littérature. Intuitivement, c'est pas ce qui les préoccupe le plus. D'accord. Ce qui les embête, c'est quand le métro est en panne pour venir en consultation. Je pense qu'il y a un effet quand même générationnel et que ça, c'est une question qui touche énormément les jeunes, qui est très très présente depuis avant cet été, je pense, qui va ne faire qu'en s'accentuant. Ça concerne quand même leur vie, leur avenir, peut-être un peu moins celle des plus âgés. Et je pense que ça nourrit un sentiment, un ressentiment très fort vis-à-vis des adultes, vis-à-vis des personnes qui décident, vis-à-vis des hommes politiques et de la politique, parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a une forme de déni. Voilà, enfin bon, on a vu encore cette semaine, je crois, etc. Je crois que c'est quand même très présent chez les jeunes, je trouve, et de plus en plus, et même des tout petits. Parce que je trouve aussi qu'il y a
du coup, on s'intéresse à ce à quoi ils s'intéressent, même dans les librairies, les livres. Enfin, j'ai remarqué que même pour les tout petits, c'est de plus en plus fréquent que ce soit axé sur les océans, la planète, etc. Je trouve que c'est extrêmement présent et ça devient vraiment très présent chez tous les jeunes. Mais ça donne des troubles psychiatriques climatiques? Alors, il n'y a pas moi, j'ai pas la notion qu'on ait fait actuellement des études sur des liens directs entre les modifications, effectivement, de l'environnement de ce type-là et les pathologies psychiatriques. C'est un véritable enjeu, mais qui est complexe. Et encore faut-il avoir les financements pour pouvoir le faire. Et le contexte n'est pas très favorable pour montrer effectivement encore plus loin les difficultés qu'on a dans ce type-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui va effectivement générer de l'anxiété dans effectivement les difficultés à avoir des repères pour pouvoir se projeter vient amplifier l'anxiété déjà présente que la pandémie a aggravée. Et c'est effectivement là-dedans que on voit chez les jeunes, mais y compris chez les moins jeunes, le fait que nous sommes quand même actuellement dans des difficultés de repères sociétaux et d'organisation sociétale de plus en plus difficiles sur le plan individuel, parce que s'inscrivant aussi dans une réflexion où il faut être autonome, efficace, travailleur, que tout marche, et en même temps dans la réalité, ça marche de moins en moins bien et les accès sont de plus en plus complexes. Tu vois, donc on n'a pas de réponse aujourd'hui à te donner sur réchauffement climatique. On a des études qui montrent que par contre il y a un impact sur les conditions de logement et effectivement les troubles psychiatriques. Sur le réchauffement, moi j'ai pas de notion. Par contre, sur le niveau d'anxiété et effectivement le contexte actuel sociétal, ça c'est complètement évident. Merci beaucoup. Il y a une méta-analyse, je crois, une grosse étude et revue récente qui montre qu'il y a un lien effectivement entre conduite suicidaire et hausse de la température. Oui. J'ai pas relu le papier, il y a des mécanismes aussi. Tout à fait, mais qui n'est pas récent. Enfin, c'est des choses nouvelles qui arrivent. Et après, il y a effectivement des phénomènes d'éco-anxiété, mais là, c'est l'anxiété qui va se fixer sur un objet particulier. C'est vrai que j'ai entendu des témoignages. La fille se demande quelle était l'empreinte carbone de n'importe quel objet qu'elle touche, qu'elle utilise, et ça devient très, très envahissant. Je suis très intéressé par vos interventions, mais j'ai l'impression qu'il y a tout un volet qui est un peu laissé à part, c'est tout ce qui concerne l'ingénierie sociale. Sur le climat, l'anxiété dont vous parlez, effectivement, il est présent. Ça aurait été intéressant, mais je ne sais pas si c'est possible, de comparer des familles naïves de toute information concernant le Covid par rapport à la population générale. Ayant subi le Covid ou pas, ça aurait été intéressant. C'est pareil pour le réchauffement climatique, effectivement, et on arrive à toucher toutes les techniques d'ingénierie sociale, qui devraient être, je pense, un pilier central dans vos recherches, parce qu'on connaît bien les méthodes de marketing. On vous fait peur, après on vous fait comprendre que vous êtes responsable, et après vous obéissez. C'est bien connu. Et on l'a vu on le voit aussi pour le réchauffement climatique, puisque c'est pas seulement réchauffement climatique, c'est réchauffement climatique, mais attention, c'est l'humain qui est responsable, c'est pas l'activité solaire ou l'activité volcanique, non, c'est l'humain qui est responsable. Et tout ça accompagne des vagues de suicide, parce qu'effectivement, soit vous vous en mettez, vous êtes informé, soit vous êtes pris dans une nasse où vous vous suicidez, ou alors vous luttez. Mais difficile. Je pense que c'est une composante, la propagande, l'ingénierie sociale, quelle est sa part dans tout ça et quel impact elle peut avoir sur le taux de suicide général.
Bon, la seule famille que j'ai vue en 3 ans qui n'était pas tout à fait au courant de ce qui se passait, ils avaient beaucoup d'autres difficultés. Vous pouvez imaginer. Donc ça aurait été un gros biais. Après, ce qui est sûr, et c'était dans toutes les recommandations au moment de la pandémie, ce qui est complètement évident, c'est effectivement, si vous voulez aller mieux, surtout ne soyez pas dans un climat anxiogène et ne regardez pas tous les jours les journaux télévisés qui ne vous racontent que des choses négatives et les 3 morts qu'il va y avoir au Sri Lanka. Voilà, il y a un moment où, à force d'être dans un bain, effectivement, de négativité, vous êtes contaminé, ça génère de l'anxiété, qui va générer de la dépression, qui va générer derrière des idées suicidaires, etc. Enfin, ce mécanisme-là, on le connaît bien. Les facteurs environnementaux, familiaux, sociaux, on sait, ont un impact direct, et effectivement, les données de Santé publique France le montrent. Si déjà vous n'allez pas bien et que vous n'avez pas de bonnes conditions, le fait d'avoir une aggravation de vos conditions ne fait effectivement qu'aggraver vos problèmes. Donc finalement, plus vous êtes beau, plus vous êtes riche et plus vous êtes en bonne santé, plus vous aurez des chances. Et plus vous êtes pauvre, en mauvaise santé, et plus vous allez être pauvre et en mauvaise santé. Bon, ça, c'est des phénomènes que l'on connaît effectivement et participant à la question effectivement de l'idéation suicidaire. Après, c'est vrai que il y a des choses qui peuvent appartenir effectivement aux professionnels de santé, et effectivement, on l'entend, de pouvoir repérer, de pouvoir être attentif, de pouvoir effectivement être au courant des bons traitements, de pouvoir effectivement être le plus accessible possible dans ce qui nous est possible, hein, parce que voilà, il y a un moment où il faut quand même rentrer chez soi et se reposer un peu. Ça, c'est absolument indispensable. Et puis, il y a des choses qui n'appartiennent pas que aux problèmes, aux professionnels de santé, voire pas du tout. Et effectivement, la question de l'environnement social, de la construction de la cohésion sociale, on en fait partie, hein, on appartient à un système. Donc nous-mêmes, quelle cohésion sociale nous mettons là où nous travaillons et là où nous vivons, mais de façon plus globale, évidemment, ça appartient aux politiques publiques. Et là, on va rendre effectivement à ceux qui en ont le pouvoir de pouvoir effectivement se préoccuper de cette question-là. La pandémie est un révélateur de problèmes beaucoup plus profonds. En tout cas, moi, j'en suis clairement convaincue maintenant. Peut-être un petit témoignage là-dessus. Alors effectivement, les liens entre exposition et médias, et puis indicateurs santé mentale, sur le suicide un peu moins, mais parce qu'on a souvent moins de puissance, et surtout pendant la Covid, il y a eu beaucoup de petites études sur des échantillons d'internautes. En tout cas, ça a été montré dès le début par les Chinois, c'est-à-dire que le temps d'exposition aux informations était corrélé à davantage de troubles psy, en particulier sur des troubles anxieux et des troubles dépressifs. On a montré ça avec les attentats, avec des gens qui, n'étant pas témoins, juste à regarder la télévision, développaient des symptômes d'allure post-traumatique, tout seul devant la télévision. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bien connu. Après, ce qui est intéressant aussi dans notre enquête, là, on a regardé ça et on a vu que finalement, entre gravité, menace perçue et comportement de prévention, le lien était très faible. Voilà, finalement, il y avait un tel niveau de peur déjà que d'en rajouter, ça faisait gagner très très peu de points en termes de comportement de prévention. Voilà. Par contre, ça faisait perdre beaucoup de points en termes de santé mentale et notamment une augmentation forte des états anxieux. Donc ça, c'est quelque chose qui a effectivement été observé. On vous propose une dernière question, s'il y en a. Je peux en poser. Vous voyez que tu as déjà eu. On va voir. Désolée. Mais on continue en inter après. Moi, j'ai une question, parce qu'il y a une question qui se pose. Il y a un effet âge, on le voit, même si c'est en train de changer, sur les adultes. Là, l'augmentation des idées suicidaires, c'est quand même un peu inquiétant. Ouais. Mais pas au chômage tout de suite. Mais au-delà de l'effet âge, est-ce qu'il y a un effet générationnel chez les jeunes? C'est-à-dire, est-ce que tu as le sentiment que les générations des jeunes aujourd'hui sont un peu plus fragiles que les générations des jeunes avant? C'est des choses qu'on entend, et je trouve qu'il n'y a pas une littérature qui est très très forte. J'en ai parlé en Guérand, je pense qu'il faudrait aller regarder ça. Le côté positif de ça, mais c'est un sentiment très subjectif, j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui parlent plus facilement de la santé mentale et peut-être vont consulter plus facilement. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle si on va vers la déstigmatisation et l'accès aux soins, à condition qu'il y ait des soins disponibles. Ça, c'est autre chose. Mais est-ce que par ailleurs, est-ce que tu penses qu'ils pourraient être aussi plus sensibles par des mécanismes divers et variés, on pourrait penser à des mécanismes aussi environnementaux, physiques, etc., d'exposition. Quel est ton sentiment là-dessus? Alors, c'est une très bonne mais vaste question, je trouve très difficile.
comme ça, je trouve que c'est compliqué, mais ça serait intéressant de s'y pencher davantage. Comme ça, je dirais, je dirais plutôt non. Pourquoi il serait plus fragile? J'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a des facteurs qui peuvent concourir à ce qu'il le soit plus et d'autres à ce qu'il le soit moins. C'est-à-dire, par exemple, de pouvoir plus facilement parler de santé mentale. Est-ce que tout ça permettra que ça soit un peu moins stigmatisé? Je sais pas. Qu'on parle beaucoup aussi des agressions, violences sexuelles, maltraitances et tout ça. Je trouve que c'est quand même vraiment un atout pour eux, leur développement, si les choses bougent davantage qu'il y a 50 ans. Voilà, sur ces aspects-là. Après, peut-être que c'est vrai qu'on est dans une société quand même où est-ce qu'il y a plus d'isolement? Est-ce qu'il y a plus d'écran? Est-ce qu'il y a moins de contacts, de relations sociales, de liens? Est-ce que du coup, pour les plus vulnérables, je ne veux pas diaboliser les écrans parce que ça apporte aussi plein de choses, il ne faut pas être dans des trucs... mais pour les plus vulnérables, c'est ça. Voilà, alors, voilà, je botte un peu en touche, c'est une question intéressante, mais avant tout ça, on avait quand même remarqué, il y avait quand même des études qui montraient que l'âge de passage aux urgences diminuait un peu et qu'il y avait plus de troubles externalisés, de comportements violents. Voilà. Mais ce serait à développer. Et c'est vrai que sur les enquêtes, on a vu que les courbes avaient changé un peu de visage. Entre le début où on a commencé à avoir des grandes enquêtes, fin des années 90, etc., on n'avait pas les mêmes patterns de résultats sur les pensées suicidaires, les troubles dépressifs, selon l'âge. On avait plutôt des courbes un peu en U inversées, et aujourd'hui, on fait plutôt les rentes de Skep. Ça commence très haut chez les plus jeunes. On va être obligé d'arrêter. La crise suicidaire étant tellement complexe et s'inscrivant dans tellement de facteurs qu'il est effectivement difficile de tous les balayer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les actions de prévention sont absolument essentielles, que le repérage est absolument indispensable et que de les accompagner et de les protéger le temps qu'ils puissent effectivement aller mieux est aussi indispensable.